Bonjour à tous, bienvenue au Parlement de Navarre où nous reçoit Monsieur François Bayrou. Monsieur Bayrou, député, président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques et par ailleurs, vous le savez, président de l'UDF. Monsieur Bayrou, bonjour. Bonjour. Les sujets de préoccupation ne manquent pas en ce début d'année 99 dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Nous les aborderons dans un instant avec mon confrère de Sud-Ouest, Joël Aubert. Mais d'abord, l'actualité, votre actualité, Monsieur Bayrou, en ce début d'année, les européennes, l'Europe plus généralement, et un certain jour de février à Bordeaux où l'UDF a annoncé officiellement le lancement de sa liste pour ces élections. Non, pour l'instant, je voudrais que ceux qui sont pour veuillent bien lever la main. Que ceux qui sont contre veulent bien lever leur papier bleu. Cette liste, elle portera l'espoir d'une opposition nouvelle, d'une Europe nouvelle et d'une France nouvelle. Et puisque vous l'avez souhaité, et si votre bureau politique en décide ainsi, dans quelques jours, je la conduirai. Et c'est donc sans surprise que vous conduirez cette liste aux européennes. François Bayrou, ça signifie en clair qu'il n'y a plus d'accord possible avec le RPR ? Je crois qu'il est temps de ne plus perdre son temps en débat éternel où personne ne reconnaît plus rien. Vous savez les raisons qui ont entraîné la décision qui a été la nôtre. Nous étions favorables à une liste unique. Nous voulions qu'elle soit clairement européenne. Il y a besoin d'un vote, d'une liste franchement, clairement européenne à l'intérieur de l'opposition. Il y a des anti-européens, beaucoup. On était menacé de ne pas avoir une liste clairement européenne. Et c'est pourquoi l'UDF, qui porte l'héritage et le projet européen de la France, a dit nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait une hésitation sur le caractère européen de cette liste. Donc nous proposerons aux Français une liste clairement européenne. Il faut le faire sans qu'il y ait de déchirure, sans qu'il y ait d'affrontement. Après tout, vous le savez bien, la gauche, elle est au gouvernement. Il y aura 3 ou 4 listes de la gauche au gouvernement. La gauche est plurielle. De la majorité. La gauche est plurielle, il faut que l'opposition le soit. Je voudrais une seconde m'arrêter sur ce point. Est-ce que ça nuit à la gauche d'être plurielle ou au contraire, est-ce que c'est un plus pour elle? Jusqu'à ce jour, c'est un plus pour elle. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire, lorsqu'on forme une entente, que toutes les sensibilités puissent se faire entendre. Et puis, nous croyons depuis longtemps qu'il y a aussi l'attente de la définition de ce que pourrait être dans l'Europe nouvelle une France nouvelle. Donc, Europe nouvelle, France nouvelle, est-ce qu'il y a des solutions différentes que celles qui ont été essayées jusqu'à aujourd'hui? Opposition nouvelle. Et si nous répondons à ces 3 interrogations-là, alors je crois que nous aurons rendu service à l'opposition et plus largement à la France. Quelle est votre Europe, François Bayrou? Une Europe fédérale, des États-Unis d'Europe avec un président européen? C'est ça que vous défendez régulièrement? Oui, c'est une interrogation, une question qui me fait toujours rire. Parce que fédérale, l'Europe, elle l'est. Parce que quand vous avez une monnaie commune avec une banque centrale, et puis en fait depuis 50 ans une autorité commune pour le charbon et l'acier, ou pour l'énergie atomique, quand vous avez un parlement commun et une commission commune, le fédéralisme il existe. La seule question, c'est est-ce que ce fédéralisme sera démocratique ou est-ce qu'au contraire il restera, comme il est aujourd'hui, étranger aux peuples d'Europe? Eh bien, nous pensons que les peuples d'Europe doivent avoir leur mot à dire. Au lieu d'avoir une commission qui soit ressentie comme bureaucratique, eh bien, il faut que les peuples puissent participer à la désignation et à la formulation de la politique de la commission. Autrement dit, la question n'est pas celle du fédéralisme. La question est de savoir si le fédéralisme sera démocratique ou si au contraire il restera bureaucratique comme aujourd'hui. Et notre choix à nous, c'est un fédéralisme clairement démocratique avec une constitution. Aujourd'hui, les traités de Maastricht, d'Amsterdam, les traités précédents, vous les avez jamais lus.
Joël Aubert ça serait un peu long. ne les a jamais lus. C'est comment dirais-je, ce sont des textes pour professionnels de la diplomatie dans lesquels les citoyens ne peuvent pas trouver leur place ni comprendre quelles sont les règles. Alors nous, c'est très simple. Nous disons, pour que la démocratie, ça existe, il faut une constitution. Il faut que les gens sachent qui gouverne et qu'ils aient le pouvoir qui doit être celui du peuple sur les gouvernants. Vous souhaitez donc plus d'Europe, quoi? Je souhaite plus d'Europe. Je souhaite que l'Europe soit clairement affichée comme notre destin et l'affaire des peuples. Alors justement, plus d'Europe. Actuellement, un débat vif sur l'agriculture et l'avenir de l'agriculture. L'agriculture, c'est la politique européenne, la seule pratiquement aujourd'hui qui requiert en plus beaucoup d'argent. Alors est-ce qu'on peut continuer à l'identique? Comment défendre l'intérêt de nos agriculteurs? Vous mettez le doigt, l'intérêt de nos agriculteurs. Je signale au passage que l'intérêt de nos agriculteurs, c'est aussi l'intérêt des agriculteurs des pays voisins. Ils ont le même intérêt. Qu'est-ce qui se passe dans cette affaire et que personne ne dit? Pourquoi avons-nous cette crise aujourd'hui? C'est pas parce qu'il y a eu des augmentations de production et c'est pas parce que le budget a été dépassé. Ça coûte trop cher? Non, pas du tout. On a cette crise parce que l'Europe a pris une habitude qui est, à mes yeux, mortelle, détestable et mortelle. C'est que désormais, le budget de l'Union européenne, comme vous savez, il est financé par un chèque de chacun des pays, et désormais chaque gouvernement dit « je veux revoir mes sous ». L'argent que je vous donne, je veux que vous me le reversiez en entier. C'est Madame Thatcher qui a commencé il y a quelques 10 ans ou 15 ans, avec cette phrase dont vous vous souvenez, « I want my money back ». Je veux que mon argent me revienne. Et aujourd'hui, tous les peuples européens, tous les pays européens font la même chose. Eh bien, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et comme on dit à l'Europe, on va faire l'élargissement à l'Est, agriculture très lourde, mais vous ne pourrez pas dépenser un centime de plus. Alors on a cette crise de la PAC. Eh bien, je dis qu'il n'est pas normal que les agriculteurs européens paient parce que l'Europe budgétaire n'existe pas. C'est eux qui vont avoir à trinquer parce qu'on n'a pas le courage de donner à l'Europe les moyens élémentaires de son existence. Et il est légitime qu'une politique européenne soit soutenue par un budget européen normal. Est-ce que vous savez, peut-être nos spectateurs, ceux qui nous écoutent ne le savent pas, ce que c'est que le budget européen? Alors je leur dis à l'avance qu'ils vont tomber de leur chaise. C'est pas beaucoup. Voilà. Sur 100 francs que produit la France, les dépenses publiques françaises, État, collectivités locales, Sécu, ces dépenses publiques dépassent 50 francs. Et le budget européen, c'est 1 franc. 50 fois moins par tête de Français que les budgets nationaux. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et quand en plus chaque pays dit « je veux retrouver exactement ce que j'ai versé », en réalité, l'Europe est ligotée. Alors personne ne le dit, parce que personne ne veut que les questions européennes se trouvent posées devant les gens. Les agriculteurs français de notre région, comme des autres pays d'Europe, les agriculteurs sont victimes de cette espèce comment dirais-je, des pays ligotés, d'une Europe ligotée, parce qu'on ne veut pas lui donner les moyens, même mineurs, de son existence. Demain à Strasbourg, car vous siégerez à Strasbourg, je suppose. Oui. Demain à Strasbourg, vous défendrez donc cette idée de l'Europe. Parce qu'il n'est pas question que vous ne siégez pas à Strasbourg. Oui. Parce que nous imaginons des têtes de liste en France qui ne siégeront pas. Oui, mais moi je siégerai. Et les députés européens, députés, président du Conseil général? On ne peut pas, rassurez-vous. Oui. Je m'appliquerai à moi-même. C'est pas que ça me rassure, ça risque de vous poser des problèmes. Non, pas du tout. Il faut être clair. Le combat européen, pour beaucoup, et pour moi en tout cas, c'est le combat de notre vie. Peut-être on reviendra tout à l'heure à la question. Pourquoi est-ce que c'est si important l'Europe? Et pourquoi est-ce si important cette Europe dont on ne parle jamais aux gens? Ils savent très bien qu'on leur en parle jamais. Bon.
Donc, naturellement, je me bats et je me battrai pour peser dans le débat européen. Et pourquoi est-ce que nous y pèserons un peu plus que les autres? C'est parce qu'il faut que vous sachiez, vous le savez, mais qu'on rappelle. Au Parlement européen, il y a deux grands groupes. Le groupe du PS, Parti socialiste européen, qui comprend un peu plus de 200 membres, sur quelques 600, un tiers donc de l'Assemblée, et le groupe qui est le mien, celui du Parti populaire européen, celui où on retrouve le Premier ministre d'Espagne, aussi bien que d'ailleurs des députés du Pays Basque, de Catalogne, le groupe allemand de la CDU, les conservateurs anglais, ce groupe du centre droit européen, le centre et le centre droit européen, il est aussi fort que le groupe du PS, et c'est de ces deux grands groupes que vient le pouvoir au sein du Parlement européen. Le vote utile, c'est donc le vote pour ce grand groupe du Parti populaire européen. Un pronostic, un score pour votre liste, vous imaginez quel pourcentage? Aucun pronostic. Je vais vous dire un mot de ce sujet. Les élections de ces dernières années, présidentielles, européennes, elles montrent une chose. D'abord, elles montrent que les sondages se sont toujours trompés, mais ce n'est pas sur ce point que je veux insister. Elles montrent que les électeurs veulent avoir une véritable campagne électorale, se voir proposer de véritables choix et être eux les patrons de la démocratie française, eux les citoyens français. Alors, toutes les manœuvres sont organisées pour que, bien entendu, ils n'aient pas le choix, éventuellement pour empêcher qu'on se présente devant eux. Tout est organisé pour qu'ils ne puissent pas, eux, se prononcer et dire ce qu'ils veulent. Eh bien, notre liste, elle est faite pour que les citoyens français aient leur mot à dire sur ce choix. Et donc, la campagne électorale, qui va être très longue, c'est une campagne électorale qui va permettre aux citoyens, enfin, d'avoir le choix. Ça fait très longtemps dans l'opposition qu'ils n'ont pas pu ouvrir les fenêtres, comme ça. Les citoyens aiment l'Europe, ils aiment aussi, parce qu'ils aiment la proximité, leur département, les Pyrénées-Atlantiques. Peut-être pas tous, on va le voir tout de suite avec le passage en revue de tous les dossiers qui vous intéressent en ce début d'année. Monsieur Bayrou, c'est signé Florence Procro. Permettez de dire un mot avant que vous ne lanciez Allez-y, vous en prie. Cette affaire. Mais on en reparle. Hein. J'ai parlé, oui, non, mais je voudrais un mot plus large que le département des Pyrénées-Atlantiques. J'ai dit tout à l'heure Europe nouvelle, et il faut dire aussi France nouvelle. Nous venons de vivre quelque chose qui est terrifiant et révélateur de ce qu'est la vérité et le mal français. C'est qu'on a vécu le problème du sang contaminé, le procès du sang contaminé. Et dans le procès du sang contaminé, le véritable accusé n'était pas sur le banc des accusés. Car le véritable accusé, ce n'est pas tant les ministres, le tribunal dira ce qu'il a à dire et juger. Le véritable accusé, c'est l'organisation des pouvoirs en France. Parce que le scandale que personne ne dénonce, c'est que pour qu'une affaire médicale, aussi technique, simplement scientifique que le procès du sang contaminé, ça soit à Matignon qu'on décide. La France est un pays paralysé parce que tous les problèmes remontent à Paris. Et tous les problèmes remontent à Matignon. Et le besoin de proximité que vous annonciez, à mon avis, c'est la ligne directrice de cette véritable révolution française qu'il convient de conduire pour rendre du pouvoir à la base dans les régions et pour les citoyens organisés professionnellement, par exemple, pour que chacun puisse participer à son propre destin. Je le disais donc, ce département existe, vous en êtes le président, mais il est parfois contesté par un certain nombre de ses habitants. Florence Procro. Fin janvier, quelques 5000 personnes défilent dans les rues de Bayonne. Un cortège aux reflets rouges, blancs et verts de l'Ikurriña, le drapeau du Pays Basque, avec une revendication principale, la création d'un département basque. Le département Pays Basque, c'est un rempart. C'est un rempart pour la disparition de notre culture et de notre identité au sein des Pyrénées-Atlantiques, au sein de l'ensemble basco-béarnais où elle se dilue
En réponse aux élans basques, il se pourrait qu'un autre pays voie le jour. L'association Béarn 21e siècle y travaille et présentera fin juin ses principaux projets. Mobilisation importante autour d'une autre question, économique cette fois, celle du maintien de l'emploi dans le bassin palois. C'était il y a quelques jours, plusieurs milliers de personnes rassemblées pour protester contre les centaines de suppressions de postes qui pourraient notamment frapper les personnels de l'usine Smith et Nephew à Orthès ou encore ceux de Stendhal basés à Mourinx. À cet égard, les sites Elf de Pau et de Lac ne sont pas épargnés. 30 ans après la découverte du premier gisement de pétrole, l'inquiétude provient aujourd'hui des annonces successives de suspension partielle d'exploitation ou de restructuration. Bonne nouvelle tout de même dans le paysage socio-économique de la région, l'ouverture cette semaine à Belloc de l'usine Heavy Weatherford qui emploie dès maintenant une vingtaine de personnes. Enfin, autre dossier et non des moindres, celui des voies de communication intra- et interrégionales. La question de la liaison rapide Pau-Bordeaux n'est toujours pas réglée. Aujourd'hui encore, le débat s'enlise et le projet fait du surplace. En attendant que chacun s'accorde sur un tracé et une structure adéquate, le désenclavement de la cité paloise en dépend aujourd'hui. Alors que l'ouverture du tunnel du Somport est prévue pour fin 2000, on parle d'une nouvelle traversée centrale des Pyrénées. Les axes routiers de Biriatou d'un côté et du Perthus de l'autre risquant la saturation d'ici 20 ans. La solution d'un franchissement ferroviaire semble aujourd'hui retenue, mais là encore, la localisation de l'ouvrage divise. Certains souhaitent la réhabilitation d'infrastructures existantes, comme la ligne Pau-Canfranc fermée en 1970. D'autres envisagent un tunnel sous le Vignemale dans les Hautes-Pyrénées. Le tunnel de Pau-Canfranc est un tunnel hélicoïdal. Vous ne ferez jamais passer les grands conteneurs et les grands camions dans ce tunnel-là. Je crois qu'il faut qu'on sache travailler avec la région voisine. Une percée qui, si elle est réalisée, ne fera cependant pas le bonheur de tous. L'environnement reste prioritaire. Les écologistes pyrénéens pourraient bien y veiller. Et les gens nous applaudissent. Le peuple est avec nous. Ouais. Mort aux bétonneurs. Pas facile de faire des routes à travers les Pyrénées, c'est le désormais célèbre mort aux bétonneurs, le cri d'Éric Pétetin, bien connu dans cette région. Voilà, en tout cas, une question qui nous ramène à une actualité tout à fait brûlante, c'est celle du département Pays Basque, puisqu'on apprenait hier, selon les propres termes de Jean-Pierre Chevènement, le ministre de l'Intérieur, que Lionel Jospin, le Premier ministre, avait décidé de rejeter l'idée de créer un nouveau département Pays Basque. Alors, votre réaction, François Bayrou, vous qui n'avez jamais été vraiment un chaud partisan de cette opération? C'est pas une surprise pour moi. J'ai toujours pensé et toujours dit que une chose étaient les promesses que l'on faisait en période électorale, d'ailleurs de tous bords, pour essayer de prendre les voix, et autre chose était l'exercice des responsabilités gouvernementales. Et j'ai toujours pensé que dans l'exercice des responsabilités gouvernementales, la décision de tous les gouvernements serait celle-là. Pour une raison très simple, et cela est dit de la part de quelqu'un qui a montré dans l'action qu'il comprenait l'identité basque et qu'il l'aimait. Mais pour une raison très simple, et qui est celle-ci, dès l'instant que l'on créerait une structure administrative de ce côté-ci de la frontière, on y retrouverait immédiatement les problèmes qui se sont déroulés de l'autre côté de la frontière, les problèmes qui se sont posés, les tensions, et plus que cela, peut-être même les drames qui se sont déroulés de l'autre côté de la frontière. Et donc j'ai toujours pensé que, quel que soit le gouvernement français, sa décision serait clairement celle qui a été prise hier par le gouvernement. Pourtant, quand on entend les déclarations récentes de l'ETA, ou en tout cas des gens qui sont proches de l'ETA, et quand on se rappelle le célèbre pacte de Lissara, on peut penser que les nationalistes en faisaient une condition pour la garantie de la paix sur l'ensemble du territoire basque, nord et sud. Écoutez, d'une part, il y a ceux qui choisissent la violence. Toujours et partout. Les hommes et les femmes de notre esprit se sont opposés à eux. Et il y a deuxièmement ceux qui sont nationalistes de cœur, autonomistes, indépendantistes de cœur, et qui ont bien le droit de l'être. Et de leur part, je comprends la logique.
Ils l'ont d'ailleurs exprimé de manière claire. Une entité basque en France qui ferait immédiatement l'amalgame avec Euskadi pour créer une entité basque autonome à l'intérieur du nouveau paysage européen. Je comprends ça. Daniel Cohn-Bendit a même parlé d'une euro-région. Oui, c'est leur logique. Oui. Mais est-ce que c'est la logique de tous ceux qui vivent au Pays Basque, qu'ils soient basques ou qu'ils ne le soient pas? Et il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et est-ce qu'on a le courage de dire qu'en effet, il y a logique d'un côté, mais est-ce qu'on voit les risques de cette logique? Et donc, je dis, en sachant très bien que beaucoup de gens sont de bonne foi, mais qu'il faut qu'ils regardent et qu'ils projettent dans l'avenir les risques qui conduisent de la revendication identitaire à l'autonomie et à l'indépendantisme. Les uns, les indépendantistes, sont dans leur logique et je leur en fais pas grief. Faut-il encore que les autres aient la lucidité de voir où conduit cette logique? François Bayrou, on va essayer d'être bref à présent, car le temps malheureusement nous est compté. Joël Aubert, l'économie, les dossiers économiques, l'emploi, un secteur... Non, dans l'économie en effet. Une grosse inquiétude dans le complexe de Lac, le gisement décroît, on arrive au bout, mais surtout le potentiel de recherche du centre des métiers des pétroles à Pau est peut-être en question avec des emplois, mais aussi de la matière grise qui s'en irait. Vous avez pris des positions, défendrez-vous le principe qu'Elf, qui est né de la richesse du sous-sol béarnais, doit investir en Béarn? Je défendrai ce principe avec tous ceux qui le défendront d'où qu'ils viennent. Alors, je sais très bien que tout ceci, comment dirais-je, est commandé par un développement mondial de la compétition, notamment à l'intérieur des métiers du pétrole, et un effondrement du prix du pétrole dont vous connaissez la dimension aujourd'hui, puisqu'on est à 10 $ ou un peu moins le baril. C'est donc une crise grave qu'Elf affronte. Et cependant, nous disons à Elf, et nous disons tous ensemble, quel que soit politiquement, le bord qui est le nôtre, ensemble. Et je crois que c'est très important que nous soyons ensemble. Nous disons, vous ne pouvez pas ignorer que cette région a passé avec Elf depuis longtemps une histoire, un contrat, qui est un contrat pour nous d'avenir. Et vous ne pouvez pas, comment dirais-je, balayer d'un revers de main ce qu'est l'intérêt vital de notre région. Je le répète, nous le dirons avec tous ceux qui émettront la même idée, et pour ma part, je ne mesurerai pas mes forces pour aller dans ce sens. Revenons un instant sur les infrastructures et sur la liaison régionale qui fait défaut aujourd'hui, Bordeaux-Pau, on l'a dit tout à l'heure. Joël, c'est souvent lié d'ailleurs l'économie avec le désenclavement. Absolument. Il y a un début de réalisation avancé, celui de la déviation d'Aire sur Adour, c'est le minimum qu'il faut faire. Mais est-ce que c'est un pis-aller? Est-ce que pour vous c'est vraiment le début d'une dynamique qui va créer cette liaison, ou vous regrettez toujours l'autoroute? Ah ben non seulement je regrette l'autoroute, je veux rappeler les choses. Le gouvernement précédent avait pris la décision de faire une autoroute concédée. Pris la décision, officiellement, clairement. Je demande à ce gouvernement-ci de respecter les engagements du gouvernement précédent. La liaison Bordeaux-Pau, elle est d'intérêt vital pour notre région, vous le savez bien, presque 3 heures pour venir de Bordeaux à Pau, alors qu'il ne faut guère désormais qu'un peu plus d'1 heure pour aller à Toulouse. C'est vrai, je suis passé par la RN10. Voilà, c'est donc un problème considérable, majeur de sécurité, de développement. Alors, moi je dis une chose simple. Il n'y a qu'une autoroute qui nous permettra d'avoir une liaison rapide entre Bordeaux et Pau. Est-ce qu'on peut encore en faire une, puisque l'Europe, là-dessus, il y a des débats, l'Europe ne peut plus le faire. La question européenne sur les conditions de financement des autoroutes, j'en ai la conviction, elle sera réglée. Après, c'est une décision française. Vous me permettrez d'ailleurs au passage, reliant cela à ce que je vous disais tout à l'heure, de dire que c'est quand même un monde qu'on marche sur la tête, qu'il faille que les Aquitains attendent de Paris la décision de faire une autoroute chez eux.
On aurait un pays un peu plus décentralisé avec des moyens conséquents dans les régions. C'est du jacobinisme. Voilà, je dénonce le jacobinisme où qu'il soit. Je souhaite que renaisse ne pas donner le département au Basque, c'est pas une forme de jacobinisme. Je souhaite que renaisse l'esprit des Girondins. C'est-à-dire l'idée que les régions et le terrain doivent enfin recevoir le pouvoir qui leur manque pour se développer. Et à cette condition-là, alors je crois que si nous nous battons ensemble, il faut que nous imposions Bordeaux-Pau. Encore une fois, ce n'est pas une décision à gagner, c'est une décision à conserver. La décision a été prise, j'ai une lettre de M. Guessot qui me dit en effet, Monsieur le Président, le gouvernement précédent avait pris la décision de faire une autoroute concédée. Alors respectons cette décision. Autrement, ce sont des leurres. François Bayrou, faut-il encore percer les Pyrénées, faire un nouveau percement comme le préconise Alain Rousset? Écoutez, il faut mettre les camions sur le rail quand même. Il va y en avoir de il plus faut en les plus mettre. Je défends l'idée qu'on réouvre le chemin de fer du Pau-Canfranc mais ça coûterait très cher. Attendez, non, pas du tout, ça coûte très peu. Parce que la voie existe, elle est créée, il suffit de la remettre en état. Mais quant à cette affaire du Vignes-Malles, sur les sujets politiques, faut au moins classer. Il y a les sujets politiques sérieux, et puis il y a les sujets politiques qui sont, je crois avoir employé l'expression, des pièges à gogo. Hein? Parce que, écoutez bien, le tunnel du Vignes-Malles, c'est une affaire pour entre 30 et 50 ans. Je vous explique pourquoi, et ceci peut être vérifié par tout le monde. Le prix estimé du tunnel du Vignes-Malles, c'est entre 20 et 50% de plus, estimé, que le prix du tunnel sous la Manche. Alors, est-ce que c'est sérieux de nous dire, mesdames et messieurs, pour les liaisons entre l'Espagne et la France, nous allons faire un tunnel sous le Vignes-Malles? C'est pour les gogos, ceux qui se laissent prendre. Mais moi, je sais que désormais, les citoyens, ils sont de moins en moins gogos. Ils ont entendu suffisamment de promesses et suffisamment de blagues, pour ne pas dire de mensonges, de la part de ceux qui leur promettaient la lune et qui après leur expliquaient que, ma foi, rien ne pouvait changer, qui vont plus se laisser prendre à ça. Alors, que l'affaire du Vignes-Malles soit rangée dans les dossiers pour dans 30 à 50 ans, je suis d'accord pour qu'on l'étudie. Mais qu'on ne nous raconte pas que ceci doit prendre la place d'autres projets immédiats et dont nous avons besoin pour notre survie. François Bayrou, il nous reste très peu de temps. Question d'actualité rapide et réponse rapide, je le souhaite en tout cas. Claude Allègre, l'éducation, vous connaissez, vous avez été 2 fois ministre de l'Éducation. Sa réforme des lycées pourra au moins en partie être appliquée, à un avis? Ça dépend. Qu'est-ce qu'il y a dans cette réforme des lycées? La réforme des lycées, honnêtement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Très rapidement. La réforme des lycées, c'est que il y avait jusqu'à maintenant, depuis ma propre réforme, des heures de soutien données à tous les élèves, qu'on appelait des modules, et que désormais ces heures de soutien seront réservées aux 8 plus mauvais élèves de chaque classe. Pourquoi 8 ? Et si c'est une classe de bons, on prend quand même les 8, vous voyez que, enfin à mon avis, ça n'est pas très solide. Pour le reste, la réforme des lycées de Claude Allègre, elle n'a pas, c'est pas un bouleversement, c'est pas une véritable réforme, c'est une adaptation, bon. Et vous comprenez la levée de bouclier de certains syndicats contre Claude Allègre? On a même demandé sa démission. La levée de bouclier, elle est justifiée par l'attitude que M. Allègre a choisie à l'égard des enseignants, qui fait que désormais c'est la profession qui a la plus mauvaise image de marque et que ce soit son ministre qui est en effet comme ça le bouc émissaire de l'opinion publique française, je considère que c'est vraiment très nuisible et très mal. Une question de Joël Aubert sur votre destin politique. Écoutez, beaucoup voient derrière votre candidature aux européennes, volonté d'affirmer un autre regard dans l'opposition, voient la présidentielle. Alors je vous pose la question, avez-vous en tête l'idée que le centre doit être présent à la prochaine présidentielle à travers votre personne? J'ai en tête une seule idée. C'est qu'il faut qu'en effet soit répondu à l'attente de beaucoup de Français qui pensent que la politique française, ça ne peut pas se résumer à l'aller-retour PS-RPR, PS-RPR, quelle que soit
l'estime et l'alliance que je puis avoir avec le Rassemblement pour la République. Beaucoup de Français attendent et espèrent que dans l'opposition, les fenêtres vont s'ouvrir et qu'on va pouvoir avoir un courant nouveau qui, en partenariat avec le RPR, propose une autre idée de l'avenir. Un avenir européen, clairement européen, parce que c'est la seule dimension qui permette de répondre aux problèmes de l'avenir, et un avenir d'une France de proximité, décentralisée, qui aurait une nouvelle organisation des pouvoirs. Alors beaucoup de Français l'attendent, et c'est la seule idée que j'ai. François Bayrou, merci. Merci de nous avoir accueillis dans ces très beaux locaux du Conseil général. C'est salon, on devrait en dire plutôt. Non, ce n'est pas des salons, ce n'est pas locaux, c'est pour une fois un lieu historique. Un lieu historique, merci. Dans un instant, le point sur l'actualité régionale. Très bon week-end à tous. Rendez-vous hivernal avec la course landaise au festival de Pomarez, une course qui réunit les meilleurs écarteurs du moment. Attention, les vaches sont lâchées. Festival Art et Courage de Pomarez dans Tauromania, aujourd'hui à 13h30 sur France 3. Pellicule, démangeaison, shampoing T-Gel nouvelle formule de Neutrogena. Efficace contre les pellicules, même rebelles. T-Gel nouvelle formule de Neutrogena.